Le réchauffement, le défi des changements climatiques, c'est un défi qui concerne chaque pays. Les moyens et les responsabilités de réagir et d'agir sont différents, mais l'espoir, c'est qu'à Paris, l'accord, c'est un accord universel qui reconnaît les responsabilités différentes, mais enfin nous donne un chemin pour avancer ensemble. Il y a des personnes qui pensent que tous les COP qu'il y en avait dans l'histoire n'ont pas nous donné une résolution, une solution. Je ne suis pas d'accord avec cette analyse. Je crois que l'histoire de répondre aux défis du changement climatique, c'est une histoire extraordinaire. C'est seulement 25 années qu'on travaille dans le contexte des Nations Unies, dans une approche multilatérale, de trouver une réponse à un défi qui n'existe pas dans l'histoire de l'humanité. On est à un point où on doit changer notre économie, notre mode de vivre sur cette planète, et ça, c'est un défi extraordinaire. Les COP qu'on a réunis dans le contexte des Nations Unies et l'accord du climat sont de pas en pas un avancement dans cette journée très, très complexe d'arriver à une réponse qui va vraiment changer la vie économique, notre infrastructure, notre ville, notre moyen de transport, l'industrie, les sources d'énergie, totalement. Pour moi, ce n'est pas une surprise qu'il y a besoin de temps et que chaque COP, c'est un petit pas en cette direction. Oui, dans la perspective de la science, c'est trop doucement. C'est vrai. Moi, je suis le directeur exécutif du programme Nations Unies pour l'environnement. Chaque jour, je parle avec des personnes dans la politique, dans l'industrie, et ma message, c'est très clair. On doit avancer plus rapidement. Mais en même temps, on doit reconnaître qu'un accord qui nous donne un moyen de changer notre économie mondiale, c'est difficile. C'est pour ça que Paris, ce n'est pas le point final dans cette journée. C'est encore un pas dans cette journée mondiale, avec plus de 193 pays qui doit travailler dans une forme de synchronisation. Je crois que aussi dans notre travail, on doit toujours réfléchir sur le succès. Aujourd'hui, nous habitons dans un monde dans lequel les énergies renouvelables ne sont pas science fiction. Ce n'est pas une chose du futur. On a aujourd'hui beaucoup de pays dans lesquels il y a 25, 30, 40% d'électricité qui est produite avec les énergies renouvelables. Ça, c'est un phénomène de transformation peut-être dans les 15 années passées. Si vous parlez avec les économistes ou les experts d'énergie en 1960-80, ils vous disent que ça, c'est impossible. Peut-être au fin du XXe siècle. Aujourd'hui, c'est réalité. Ça, c'est une raison pourquoi les COP sont très importants, parce qu'ils nous donnent un moyen d'avancer avec les nouvelles technologies, les politiques et aussi un support public qui est essentiel. Depuis longtemps, les discussions entre le Nord et le Sud dans le contexte du réchauffement et du changement climatique a une dimension de conflit et qu'il y a des entrées qui sont contradictoires. Ça a changé beaucoup dans les années passées. Je crois aujourd'hui il y a une réalisation dans tous les pays du monde que le changement climatique, c'est un défi, un danger qui concerne tous les pays. Aujourd'hui, je suis convaincu que le Nord et le Sud ne sont pas deux blocs économiques qui ne peuvent pas coopérer dans le contexte du changement climatique. Au contraire, c'est ce qu'on trouve de plus en plus, c'est que les nécessités de réagir sont aussi des opportunités pour avancer une économie plus durable, une économie verte. Et dans le contexte d'énergie, c'est un domaine très, très intéressant. Aujourd'hui, dans un continent comme l'Afrique, où la plupart de la population n'a pas encore accès à l'électricité, on trouve que les énergies renouvelables sont un moyen d'avancer très rapidement dans ce concept d'accès à l'électricité et l'énergie. C'est pour ça qu'une réponse dans le contexte du changement climatique, c'est aussi une opportunité d'avancer dans un élément
essentiel pour le développement d'un pays africain, énergie. C'est pour ça que je crois de plus en plus les entrées se trouvent entre le nord et le sud et on va regarder un monde qui travaille ensemble. Mais dans le contexte d'une négociation internationale, c'est encore une dynamique où chaque partie veut garder son entrée de court terme. Ça, c'est notre défi. Si vous regardez les investissements dans la République de Chine aujourd'hui, les investissements dans le secteur des énergies renouvelables l'année passée surpassent le montant de 83 milliards de dollars. Ça vous donne un sens de la sérieuxité, mais aussi l'ambition d'un pays comme la Chine de quitter l'étape d'histoire dans laquelle les combustibles fossiles sont le seul moyen de produire énergie. Et c'est aussi un impératif domestique parce que dans la Chine, la pollution est un problème énorme. Et le gouvernement chinois a reconnu qu'on doit trouver un chemin pour avancer dans un âge où la source d'énergie c'est plus compatible avec une qualité de vie. La même chose au Brésil ou l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, vous avez déjà des marchés pour carbone dans le système économique dans la Chine, au Brésil et en Afrique du Sud. Ça veut dire que les pays avancent dans le contexte national plus vite. Et ça, c'est une raison pourquoi j'ai retenu mon optimisme que vraiment les pays du Nord et du Sud veulent avancer plus activement et plus rapide dans leur réponse pour avoir un moyen d'éviter un monde où le changement climatique, c'est un danger pour le développement du futur, pour leurs économies aussi. Après Copenhague, on a pris la décision d'établir un fonds vert qui peut aider les pays en développement avec leur réponse et aussi avec leur capacité d'agir en face de ce phénomène de changement climatique. Les 10 milliards qu'on a maintenant dans ce fonds, est-ce qu'ils ont suffi? La réponse est très claire, absolument non. Maintenant, on va voir si Paris nous donne un accord crédible et effectif. Je suis sûr que le financement du fonds vert va avancer aussi. Ça veut dire que ça, c'est une dynamique. Et pour le moment, c'était un premier pas. Mais si vous me demandez aujourd'hui, est-ce que ça suffit? Absolument non, parce que les montants qu'il nous doit investir, pas seulement pour réduire l'émission, mais aussi dans le contexte de l'adaptation, sont extraordinaires. Si vous regardez notre économie aujourd'hui, il y a des principes très simples. Si une chose c'est très cher, si c'est en entreprise, une personne comme vous ou moi, on cherche des options alternatives qui sont moins chères. Le problème, c'est qu'avec les combustibles fossiles aujourd'hui, nous avons encore une politique, mais aussi une économie qui nous dit que c'est moins cher d'utiliser les combustibles fossiles que d'autres options. Une taxe de carbone nous doit un moyen de réagir très clairement dans un contexte d'une économie qui n'est pas réglée avec des lois. C'est un instrument qui est compatible avec une économie comme nous le connaissons aujourd'hui, les marchés nationaux mais aussi internationaux. Et c'est pour ça que je crois, oui, d'une forme ou autre, on va arriver à un point où le coût, le frais pour utiliser les combustibles fossiles doit refléter le vrai coût à la société. On est encore dans un âge où cette idée que la croissance économique, c'est le seul indicateur de bien-être de notre société et de l'économie. Avec 7-8 milliards de personnes sur notre planète, est-ce qu'on peut vraiment continuer avec un modèle de développement du XXe siècle? Clairement non. C'est pour ça que dans le travail du Programme des Nations Unies pour l'environnement, nous avons développé ce discours sur la transformation vers une économie verte. L'économie verte, ce n'est pas seulement une réponse
environnementale, c'est une réponse qui prend de la réalité économique d'aujourd'hui et les impératifs environnementaux et nous donne une perspective comment est-ce qu'on peut réconcilier ces deux objectifs parce que nous voulons une économie qui marche très bien. Et le changement climatique, c'est un exemple extraordinaire qui aujourd'hui a rentré au centre de la discussion économique. Et ça, c'est un phénomène très, très intéressant. Nous avons une situation, il y a presque 470 usines nucléaires dans tout le monde. Dans cette étape, il y a plus d'usines qui sont fermées, qui sont construites en nouveau. Ça veut dire que le monde va quitter, je crois, l'énergie nucléaire, mais pas au court terme. Peut-être un pays comme la Chine, l'Inde, le Royaume-Uni sont des pays où l'énergie nucléaire, pour le moment, est une option très réalistique. Mais il y a d'autres pays comme l'Allemagne, la Suisse, beaucoup d'autres pays qui ont choisi un autre chemin. Une stratégie énergétique pour chaque pays, mais aussi au niveau mondial, finalement, doit prendre une perspective. Qu'est-ce que sont les ressources qui sont garanties pour le futur? Un système énergétique qui est basé d'une ressource naturelle et qui est disponible aujourd'hui, peut-être n'est pas disponible demain. C'est pour ça que je crois finalement les énergies renouvelables sont la plus grande opportunité de cette transformation vers une économie verte, avec beaucoup de bénéfices, pas seulement dans l'économie et dans le monde, mais aussi la sécurité énergétique. Aujourd'hui, c'est un thème très, très central dans beaucoup de régions du monde. Aujourd'hui, l'année 2015, nous n'avons pas seulement les négociations sur un accord climat, nous avons aussi un sommet au septembre à New York sur les nouveaux buts de développement durable. Pour la première fois, tous les pays du monde ont accepté que ces buts sont pour tous les pays, parce que le développement durable au niveau planétaire a une précondition très très claire. Chaque pays, chaque citoyen a une responsabilité et une opportunité d'agir. Et les Nations Unies du futur sont, si vous voulez, une promesse que cette vision va continuer, peut-être dans des formes évoluées avec d'autres priorités. Mais les principes sont valables aujourd'hui. Il était très important dans l'histoire et moi je suis convaincu plus important dans le futur.